Bonjour Monsieur Mbelou. Bonjour Monsieur Etienne Ngandou. Bienvenue sur Congo One. Monsieur Mbelou, l'année 2013 vient de débuter et je voudrais vous demander comme première question, trouvez-vous, comment trouvez-vous le Congo de Joseph Kabila en ce moment précis, en ces débuts de 2013? Est-il sur le bon chemin, ce Congo de Joseph Kabila? Oh, Monsieur Etienne Ngandou, je m'excuse de ne pas répondre directement à votre question. Je ne vois nulle part le Congo de Joseph Kabila. Je vois le Congo des Congolais et des Congolaises qui sont en train de se battre sur tous les fronts pour tirer ce pays-là du bourbier. Et au début de cette année-ci, je vous dirais que tous les espoirs sont permis. L'année dernière a été une année au cours de laquelle les Congolais ont sérieusement travaillé à cerner les tenants et les aboutissants de la guerre d'agression, de la guerre de basse intensité qui n'a fait qu'endeuiller ce pays. Au jour d'aujourd'hui, je trouve beaucoup de compatriotes mieux armés pour aller de l'avant dans la résistance contre cette guerre de basse intensité et surtout pour aller de l'avant dans la transformation de cette résistance en action pour que ce pays-là devienne finalement souverain politiquement, économiquement et culturellement. Sur ce point-là, je peux dire que la diaspora congolaise, en tant que fer de lance, est très très avancée dans le travail qu'elle est en train d'abattre. Mais pour revenir à la situation au Congo elle-même, entre novembre 2011 et aujourd'hui janvier 2013, y a-t-il des raisons d'être optimiste après les hold-up électoraux? Il y a beaucoup de raisons d'être optimiste, Monsieur Tengandou. Le fait que le hold-up électoral ait été décrié sur les toits, le fait que ceux qui ont opéré ce hold-up électoral ne réussissent pas à gouverner par défi, le fait que les milices, que ceux qui ont orchestré cet hold-up électoral, le fait que ces milices ne sachent plus tellement où donner de la tête, le fait que les amis de ceux qui ont orchestré ce hold-up électoral chez nous et les amis des pays voisins tels que les Kagame et les Museveni, le fait que ces messieurs-là aient été pointés du doigt par des rapports très clairs au sujet de leur implication dans ce qui se passe chez nous, tous ces faits-là les ont de l'une ou de l'autre façon affaiblis. Leur système est plus ou moins décrié et c'est aux Congolais qu'il appartient et qu'il appartient maintenant de pouvoir poursuivre la lutte en capitalisant tout ce qu'ils ont pu encaisser positivement en 2011. En 2012, pardon. Au cours de son message de vœux à la nation, Joseph Kabila a appelé à la cohésion nationale pour mettre fin à la guerre qui sévit dans l'est du pays. Monsieur Mbelou, ce concept de cohésion nationale n'est-il pas en train de devenir un moyen de légitimation pour ce pouvoir? Monsieur Etienne Nando, nous devons faire très attention quand nous écoutons les discours qui nous sont servis pendant tous ces derniers temps. Moi, j'aurais pu, si j'en avais la chance, poser à ce monsieur-là la question de savoir quand est-ce que la cohésion sociale a été brisée. Vous savez, monsieur Etienne Ngandou, il nous sera important de pouvoir recourir à ce que nous avons comme ressources historiques pour pouvoir étudier et approfondir la notion de la rupture de la cohésion sociale chez nous. Et n'oubliez pas que la guerre
d'agression et de basse intensité dans laquelle l'AFDEL et le FPR, auquel M. Joseph Kabila a appartenu, cette guerre d'agression est venue briser davantage la cohésion sociale. On ne peut pas, pour avoir participé à cette guerre d'agression et après, pour avoir organisé un hold-up électoral, on ne peut pas parler de la cohésion nationale comme si on n'avait pas participé à sa rupture. Donc nous avons besoin de faire l'historique de la cohésion sociale, nous avons besoin de faire l'historique de tous les acteurs impliqués de près ou de loin dans la rupture de cette cohésion nationale. Donc quand il en parle, comme je l'ai mis dans mon dernier papier, j'ai l'impression qu'il ne s'agit pas, qu'il ne sait pas de quoi il en retourne réellement. Lui ne peut pas parler de la cohésion nationale parce qu'il fait partie des personnes qui ont travaillé à la rupture de la cohésion nationale. Une cohésion nationale que les Congolais et les Congolaises essayaient de restructurer et avec tous les efforts qu'ils ont conjugués au cours de la conférence nationale souveraine. Et c'est cette guerre qui est venue de l'extérieur et à laquelle il a participé comme acteur, qui est venue davantage briser la cohésion nationale, et il a enfoncé le clou en organisant un hold-up électoral aux élections de novembre 2011, oui. Mais M. Mbelou, pour parler de ces concepts, pour revenir une fois de plus sur ces concepts de cohésion nationale, ce n'est pas seulement à Kinshasa, sur nos forats ici en Occident, on lit bien, il y a certains de nos compatriotes, pour ne pas les citer, M. Kisonga Mazakala, ancien ambassadeur de la RDC ici en Belgique, eh ben lui, il prêche aussi, il a ce même discours-là, il dit qu'il faut faire bloc autour de Joseph Kabila pour chasser ces envahisseurs rwandais, cette milice rwandaise du M23. Donc pour lui, il faut faire bloc, donc il va dans le même sens que ces discours de cohésion nationale. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, personnellement? Monsieur Etienne Ngandou, vous savez, notre ami Guy Debouc est en train de mettre ces jours-ci à notre disposition une revue panafricaine, une revue à laquelle M. Kisonga Mazakala a participé. La revue est dénommée Remarques congolaises. Monsieur Ngandou, quand vous relisez 2 ou 3 numéros de cette revue-là, vous vous rendez compte que la scène qui est en train de se passer, de se dérouler aujourd'hui dans notre pays est, à quelques exceptions près, proche de ce qui s'est passé chez nous après notre indépendance politique. Quand M. Kisonga tient ce discours-là, il oublie le travail auquel il a participé et le travail qui a révélé ceci. Les entreprises monopolistiques occidentales qui n'avaient pas voulu de notre indépendance politique sont les mêmes qui aujourd'hui, avec les mêmes acteurs pléniers, essayent de torpiller notre souveraineté politique, économique et culturelle en utilisant à peu près les mêmes marionnettes et en recourant aux mêmes mécanismes, par exemple, comme le mécanisme de l'intervention de l'ONU chez nous. En tout cas, les compatriotes intéressés peuvent m'écrire, je vais mettre à leur disposition, nous pouvons demander à Guy Debouc de le faire comme il le fait souvent dans la revue Dialogue, de mettre ces numéros de remarques congolaises à la disposition des compatriotes pour qu'ils comprennent que ce qui se passe aujourd'hui n'est pas du tout différent de ce qui s'est passé pendant les années 60. C'est d'un. De deux. Nous ne pouvons pas parler de la cohésion nationale avec quelqu'un qui ne jouit d'aucune légitimité politique. C'est une tricherie. Et c'est un mensonge que de pouvoir nous demander de recréer une cohésion politique, une cohésion sociale autour de quelqu'un qui ne jouit
d'aucune légitimité politique. D'ailleurs, il fait partie du problème, ce monsieur-là. Comment voulez-vous que ce monsieur, qui ne jouit d'aucune légitimité politique, puisse être celui qui nous invite à recréer une cohésion sociale autour de lui? C'est un non-sens, c'est absurde. Joseph Kabila a annoncé pour début 2013 un dialogue intercongolais visant à renforcer la cohésion nationale. Je reviens encore à ce même concept. Mais quelle serait selon vous l'utilité d'un tel forum? Et est-ce que cette démarche vous paraît convenir à la situation actuelle? Monsieur Etienne Ngando, relisez le papier que j'ai publié, que vous avez vous-même mis sur Congo One. Il est intitulé « Ils ont dit dialogue, ils ne savent pas ce qu'ils disent ». Monsieur Etienne Ngando, reprenez tous les rapports des experts de l'ONU et souvent je fais référence au rapport Gersony rédigé déjà en 1994. Reprenez ces rapports-là. Reprenez les comptes rendus des deux commissions qui ont travaillé sur la guerre et ses conséquences dans notre pays, les commissions Lutundula et Bakandeja. Prenez un texte d'une ONG néerlandaise intitulé L'État contre le peuple. Il y a toute une documentation qui montre aujourd'hui que parler du dialogue en mettant entre parenthèses toute cette histoire de la guerre de basse intensité, ce n'est rien comprendre à notre histoire. Et vous savez, quand j'écris ces jours-ci, je mets l'une de ces petites phrases que j'ai prises chez Daniel Mitterrand. Un peuple sans mémoire ne peut pas être un peuple libre. J'ai pris une autre chez un Américain, Peter Dalscott, et qui dit « L'étude de l'histoire est l'un des moyens d'éviter sa répétition. » Si nous ne voulons pas que notre histoire se répète avec le réseau d'élite qui nous a placés au fond du gouffre où nous nous retrouvons aujourd'hui, faisons comme si tous ces rapports auxquels je viens de faire allusion n'avaient pas existé. À ce moment-là, nous allons répéter notre histoire et nous n'aurons plus que nos yeux pour pleurer. Donc, ça c'est de deux. Monsieur Etienne Ngando, depuis la guerre de l'AFDEL et après, il y a eu la guerre du RCD, la guerre du CNDP, et maintenant la guerre du M23. Il y a eu des dialogues qui ont été organisés. Pouvez-vous me dire pourquoi toutes les résolutions prises au cours de ces dialogues n'ont jamais connu un début de leur mise en pratique? Les dialogues, il y en a eu. Il y a eu un dialogue, par exemple, qui avait recommandé qu'on mette sur pied une armée disciplinée et républicaine. Il y a eu, au cours de ce dialogue, une résolution selon laquelle on devrait mettre sur pied une commission vérité et réconciliation. Il y a eu dernièrement beaucoup de bruit qu'on a fait après la publication du rapport des experts de l'ONU, le rapport Mapping. On nous avait promis qu'on allait mettre sur pied des chambres mixtes pour pouvoir juger les criminels de guerre, les criminels contre l'humanité impliqués dans cette guerre de basse intensité. Pourquoi est-ce que toutes ces résolutions n'ont pas connu un début de mise en application? C'est entre autres parce que depuis la guerre de l'AFDEL, ce sont les mêmes qui pratiquent le gangstérisme économique et le gangstérisme humanitaire chez nous. Ils ne peuvent pas être à la fois juges et partis. Si nous voulons qu'il y ait réellement un dialogue intercongolais, nous devrions nous rassurer que ces gens-là pourront être appelés au banc des accusés. Mais je ne les vois pas, en tant qu'usurpateurs du pouvoir, organiser un dialogue au cours duquel ils pourront être mis au banc des accusés. Non, et ce sont des mots qu'ils lancent pour pouvoir s'amuser. Ils n'organiseront pas un dialogue franc et sincère.
Donc vous n'y croyez pas du tout? Je n'y crois pas du tout. Mais en tout cas, pour l'opposition parlementaire, par la bouche de son porte-parole, M. Lisanga Bonganga, sans rejeter la démarche de Joseph Kabila, il en conteste la forme et il a affirmé ceci à Radio Okapi. Hein, l'opposition rejette catégoriquement ces forums et dénie à Joseph Kabila la qualité d'organiser autour de lui les dialogues nationaux, car c'est lui les problèmes. Et en fait, eux, ils disent que c'est Joseph Kabila les problèmes. Est-ce une attitude qui vous paraît convenable de la part de cette opposition? Monsieur Etienne Ngando, dès que nous parlons de l'opposition, il y a un problème. L'opposition à quoi? Vous voyez comment ce 1% de Congolais faisant partie du réseau d'élite est en train de se comporter chez nous. Ils disent que Joseph Kabila est le problème, mais ils le reconnaissent quand même comme président de la République après un hold-up électoral. Donc, il y a là une absurdité qui ne dit pas son nom. Il y a chez nous, aujourd'hui, M. Etienne Ngandou, excusez-moi de vous le dire, il y a un vide de pensée énorme. Ces gens-là, qui s'appellent de l'opposition, tournent en rond. Ils acceptent qu'il y ait quelqu'un qui fasse un hold-up électoral pour qu'il rentre dans une boîte de résonance, dans une caisse de résonance qu'ils appellent Parlement. Et les mêmes vous disent, non, ils ne peuvent pas à la fois siéger dans un Parlement issu d'un hold-up électoral et contester à celui qui a fait le hold-up électoral la qualité de pouvoir les convoquer comme il l'a fait dernièrement en congrès, les convoquer pour organiser le dialogue. Donc il y a là un vide terrible de la pensée. Moi je me demande, je me pose sérieusement la question de savoir si nous pouvons continuer de parler de ces messieurs-là en termes d'hommes politiques. Non, il n'y a plus d'hommes politiques dignes de ce nom au Congo. Nous avons le devoir de tout remettre à plat pour recréer une autre classe politique. Les messieurs que nous avons maintenant, ils font partie du réseau d'élite qui est le problème au Congo. C'est ce réseau d'élite qui est né après les différentes milices fomentées par Yoweri Museveni et Paul Kagame. C'est ce réseau d'élite qu'on retrouve maintenant dans les institutions congolaises pour une large majorité. Alors, il n'a aucune leçon à nous donner. Il n'a aucune orientation à prendre pour nous sauver de la dérive où notre pays est plongé aujourd'hui. Il y a un vide de la pensée dans lequel ce réseau d'élite est en train de se fourvoyer, et un vide de pensée qui n'apportera rien de bon à notre pays. Très bien. Pendant ce temps à Kampala, les négociations ont repris, puisque les délégations du gouvernement de Kinshasa et du mouvement rebelle congolais M23 ont rencontré ce samedi séparément les médiateurs ougandais à Kampala. Monsieur Mbelou, à quoi servent ces négociations de Kampala, puisque elles semblent manquer totalement de lisibilité politique, hein? Il n'y a pas de feuille de route. À quoi est-ce que ça va aboutir? Finalement, on se pose, à quoi servent ces négociations selon vous? À rien. À rien, c'est un gaspillage de temps. Comme ce genre de politicien est habitué à ce gaspillage de temps, il doit quand même se donner l'impression de faire quelque chose. Ils vont à gauche, à droite, ils tournent en rond. Monsieur Etienne Ngando, du moment que les États-Unis d'Amérique, par le président Obama, ont appelé Monsieur Paul Kagame à cesser de soutenir le M23, l'un des protagonistes de la guerre de basse intensité qui se joue chez nous a parlé, un point, un trait. Donc, aller négocier avec le M23, c'est faire comme si Barack Obama ne nous avait pas dit, voilà, c'est nous qui avons mis ces gens-là en guerre contre vous. Maintenant, nous leur disons de pouvoir s'arranger pour mettre fin à ça. Même s'il ne faut pas croire dans ce discours-là. Mais s'il y avait des négociations à faire, c'est avec les États-Unis d'Amérique, c'est avec la Grande-Bretagne et leurs alliés que nous, Congolais, on ferait ces négociations-là. C'est là que je félicite
un peu les compatriotes qui sont allés parler de cette guerre de basse intensité au Congrès américain. C'est de là que vient la guerre. Quand vous allez négocier, qu'est-ce que vous allez négocier avec des sous-fifres comme le M23? Donc il y a une avancée du côté des Congolais de la diaspora, après avoir réussi, entre autres les Friends of Congo pour ne pas les citer, après avoir réussi à monter un documentaire intitulé Le conflit au Congo, la vérité dévoilée, ils sont allés parler de leur pays avec les véritables initiateurs de la guerre au Congrès américain. Alors, ceux qui vont à Kampala gaspillent le temps. C'est parce qu'ils savent que nous ne savons pas. Ils savent qu'ils peuvent faire cela, ils ne seront contredits nulle part. Ils savent que c'est un jeu auquel ils se livrent pour pouvoir bouffer les sous et bouffer le temps. Dans l'entretemps, ils vous parlent de la cohésion nationale. Mais les compatriotes qui ont réussi à aller parler de cette guerre au Congrès américain, voilà, la diaspora qui a fait une percée formidable. C'est sur cette lancée-là qu'il faut continuer. Mais M. Mbelou, parler avec le Rwanda, n'est-ce pas aussi réaliste, compte tenu de la tragédie que vivent nos populations dans le Kivu, puisque on sait bien que les M23, c'est les bras armés du Rwanda. Ce n'est pas réaliste que de parler avec le Rwanda. Mais monsieur Etienne Ngandou, ayons l'habitude de réfléchir froidement. Qu'est-ce que nous allons dire au Rwanda? Qu'est-ce que le Rwanda va nous dire? Le Rwanda nous tue. Le Rwanda nous tue depuis les années 90. Si nous avions un gouvernement sérieux, rappelez-vous que je vous l'ai dit déjà une ou deux fois passé, le Rwanda devrait être traduit à la Cour internationale de justice. Il y avait déjà une plainte qui avait été déposée là-bas. On reconduirait cette plainte-là. Mais comme le Rwanda de Kagame, l'Ouganda de Museveni travaillent avec leur cheval de Troie qui est à Kinshasa, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Ils nous prennent, nous, pour des imbéciles. Et c'est parce que nous participons à ce jeu-là que nous donnons la preuve qu'effectivement nous sommes des imbéciles. Ce sont ces trois-là. Vous les avez vus se rencontrer avant toutes ces négociations. Ils ont évalué le chemin qu'ils ont déjà parcouru ensemble. Après, ils ont dit, laissons à nos bouffons se débrouiller. Mais nous n'arrivons pas à comprendre cela, M. Etienne Ngandou. Et nous disons que parler avec le Rwanda, c'est réaliste. Quel Rwanda? Peut-être le Rwanda de demain, qui n'aura pas Paul Kagame comme président de la République. Et puis, le Rwanda, encore une fois, est une marionnette des États-Unis et de leurs alliés. Il faut aller directement vers les États-Unis. Il suffit que les États-Unis donnent des instructions au Rwanda pour que le Rwanda suive. Donc, parler avec le Rwanda pendant que les véritables agresseurs sont là et sont connus, c'est faire fausse route. Monsieur Etienne Ngandou, encore une fois, je vous renvoie, je vais d'ailleurs vous envoyer le texte dont je vous parle là ce soir, les textes de la revue panafricaine Remarques congolaises. Vous allez vous rendre compte que ce sont les mêmes acteurs. Vous allez vous rendre compte que ce sont les mêmes stratégies. Les stratégies qui ont été déjà essayées, M. Etienne Ngandou, entre 60 et 65. Et comme ces gens-là savent que nous ne faisons rien de notre histoire, que nous ne réalisons pas notre histoire, les Lisanga Bonganga dont vous parlez là, ils vous disent, nous voulons un dialogue, mais qui soit supervisé par la communauté internationale. Mais j'ai envie de pleurer parce qu'ils ne comprennent rien à notre histoire. La communauté internationale nous fait la guerre. Elle est là avec la mission de l'ONU depuis plus de 10 ans, M. Ngandou. Et ces gens-là vous parlent, vous disent, nous voulons que le dialogue soit supervisé par la communauté internationale. Ils ne comprennent rien. Voilà pourquoi je dis qu'il y a un vide terrible de la pensée. Ils ont mis notre histoire. Moi, je me demande si ces gens-là ont encore le temps de pouvoir relire notre histoire. Je dis, je suis disposé à mettre tous ces textes à leur disposition, mais est-ce qu'ils ont le temps de lire? Ils répètent des choses. Et vous lisez, vous relisez ces textes-là, vous vous rendez compte que ce sont les mêmes acteurs, les mêmes stratégies. Mais quand on ne connaît pas son histoire, on la répète, et un peuple sans mémoire, comme dirait Daniel Mitterrand, ne peut pas être un peuple libre. Et nous en sommes là. La société civile du Nord Kivu, elle recommande que Kampala ne soit pas
un lieu de partage du pouvoir, ni de l'intégration des hommes du M23 dans l'armée et dans la police. Est-ce réaliste? Puisque on va négocier, il faudra bien faire des concessions. On l'a vu la première fois avec les CNDP, ils ont été intégrés à l'armée. Qu'est-ce que le gouvernement congolais peut-il concéder cette fois-ci au M23, selon vous? Monsieur Etienne Ngandou, quel est le poids de cette société civile sur ce qui se passe à Kinshasa? Aucune. Pardon, aucun. Parler, c'est facile. Mais cette société civile, vous savez combien de mémos la société civile congolaise a déjà rédigé pour remettre ce pays-là sur les rails? Qui en tient compte? Elle donne son point de vue, c'est bien, mais elle doit être sûre que personne n'en tiendra compte et ne fera rien pour qu'on puisse en tenir compte. Cela d'autant plus que ceux qui sont à la tête de notre pays aujourd'hui ne sont pas venus chez nous. Nous devons nous le répéter à plusieurs reprises pour nous aider à jouir de notre souveraineté politique, économique et culturelle. Ils font partie d'un réseau d'élite de prédation, de vol, de viol et d'extermination des Congolais. Tant que nous ne comprendrons pas cela, nous croirons qu'un jour nous allons formuler des propositions qui pourront être acceptées par ces messieurs et ces dames-là. Non, ils n'ont rien à voir avec nous. Nous ne leur disons absolument rien. Ils ont une mission qu'ils sont en train d'accomplir petit à petit, et cette mission a atteint des dimensions incommensurables, et elle se poursuit. Si nous ne nous levons pas pour mettre fin à ce calvaire, en croyant que ces messieurs-là vont prendre des décisions qui vont aller dans le sens de notre bien-être collectif, nous nous trompons énormément et nous aurons toujours nos yeux pour pleurer. Une information insolite qui est parue cette semaine. Donc, le gouvernement congolais a confirmé la présence des troupes congolaises en République centrafricaine. Et selon les ministres congolais des médias et porte-parole du gouvernement, leur présence n'a pas de lien avec les conflits dans ce pays. Et nos troupes sont à Bangui depuis près de 3 ans dans le cadre de la force multinationale d'Afrique centrale, la FOMAC. La question qu'on peut se poser est, le gouvernement congolais est incapable de sécuriser la ville de Goma et le Nord Kivu? Et comment se fait-il qu'il y ait des troupes stationnées en République centrafricaine? Monsieur Etienne Ngandou, je vous corrige. Là, ce que vous appelez gouvernement congolais n'a pas pour mission de sécuriser le Nord et le Sud Kivu. Non, ce n'est pas sa mission. Sa mission, c'est entre autres ce qu'il est allé faire, à Bangui là, soutenir les petits dictateurs au service des maîtres du monde. Ce sont des gens qui se soutiennent mutuellement. Ils soutiennent Kagame, Museveni, Nkurunziza, Bozizé. Ils se connaissent parce que c'est la dernière race des nègres de service qui, bien qu'en voyant que le monde est en train d'évoluer autrement, s'amuse à servir les maîtres du monde. Donc, mais l'impression qu'on a en lisant cette information, ça va contre les bons sens, incapable d'assurer la sécurité dans son propre pays. Et on a des troupes stationnées à l'extérieur. Mais monsieur Etienne Ngandou, vous évoquez le bon sens. Ils n'ont rien à voir avec le bon sens. Ils n'ont rien à voir avec le bon sens. Ce qui importe pour eux, c'est la mission qu'ils ont, exterminer les Congolais. Donc quand vous évoquez le bon sens, c'est comme si ces messieurs-là étaient chez nous pour, comme je venais de le dire, notre bien-être collectif. Non, ils sont là pour nous exterminer. Donc, aller aider Bozizé, qui pourrait les aider chez nous demain si leur pouvoir os est menacé, c'est ça qu'ils font. Très bien. Fait notable cette semaine là, et les ralliements officiels de Roger Lumbala au mouvement rebelle M23. Première question, qu'est-ce que cela vous inspire-t-il, ces ralliements officiels de Roger Lumbala au M23? Le vide de la pensée dans le chef des
ce que nous considérons aujourd'hui comme étant des hommes politiques congolais. C'est d'un de deux. Roger Lumbala a retrouvé ses vieux amours. Hein. Les criminels reviennent toujours au point de leur crime. N'oubliez pas que Roger Lumbala est un ex-membre du RCD, s'il a déjà changé. Et le RCD a été créé après, pour nous faire la guerre du 2 août 1998. Et Roger Lumbala fait partie de ces gens-là qui ont rejoint Kigali, ces gens qui acceptent d'être manipulés par Paul Kagame pour pouvoir tuer leur propre peuple. Et il y a dans la démarche de ce qu'on appelle le 1-23 là, une incongruité terrible. Ils disent qu'ils en veulent à Kabila, mais dans l'entretemps, ils tuent les Congolais. C'est quoi ça comme histoire? Et lui dit, voilà, je suis allé là parce que je voudrais aider Etienne Tshisekedi à récupérer l'impérium. Et il n'y a que le langage des armes que Joseph Kabila comprend. Mais au lieu de s'en prendre à Joseph Kabila, il tue nos populations et nos populations errent, nos populations sont constamment sur la route. Est-ce normal? Est-ce que ces gens-là, Dieu merci, ils ont perdu toute humanité? Comment voulez-vous arriver à un tel ensauvagement que vous réalisez le dernier texte que Ambawechi a publié sur le compte rendu et la participation du docteur Mukwege à une émission La Suite TV5, la façon dont les femmes sont violées à plusieurs reprises. Ces gens-là ont monté un système de viol systématique et de destruction des vies humaines, de destruction des vies de nos femmes, de nos mères, de nos filles, et ils vous disent qu'ils sont en train de chercher l'impérium pour Tshisekedi. Mais ce sont des fous. Ce sont des fous alliés, malheureusement. Ce sont des fous alliés. Donc, Lumbala a retrouvé ses vieux amours. Lumbala est le symbole du vide de la pensée. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les politiciens congolais. Mais le fait qu'il soit tombé en disgrâce à Kinshasa, n'avait-il plus d'autre choix que d'aller en rébellion, puisque retourner à Kinshasa pour lui signifie aller directement en prison? Et n'avait-il d'autre choix que d'aller dans la rébellion? Monsieur Tengandu, Lumbala et les gens de Kinshasa, ce sont les mêmes. Mais c'est ça qu'à un certain moment, nous embrouillons pour que nous ne comprenions pas qu'à Kinshasa, il y a beaucoup de ceux qui sont au pouvoir qui font partie de l'AFDEL, du RCD et du CNDP. Or, le M23 est une émanation du CNDP. Donc, tous ces gens-là font partie de la majorité dite présidentielle. C'est un même camp qui se dispute en son sein pour des raisons beaucoup plus fondamentales que nous le pensons. Ils veulent entretenir une guerre permanente au Congo pour permettre à leurs chefs, à leurs parents, de piller le Congo à moindre frais. C'est ça qu'ils font. Donc cette guerre-là, c'est aussi une mise en scène, une théâtralisation de la mort au nom des intérêts des parents de ce qu'on a appelé la majorité présidentielle. Monsieur Tinandou, l'AFDEL, le PPRD, le CNDP, le RCD sous ses différentes formes, le CNDP, le M23, font partie d'une même famille politique de gangsters qui nous sont arrivés chez nous vers les années 96. Il ne faut jamais oublier cela. C'est une même famille politique, et une même famille militaire, une même famille criminelle qui opère en théâtralisant la guerre et la mort. Pour finir, un mot sur Etienne Tshisekedi. Depuis quelques jours, il fait l'objet de violentes critiques de la part d'une partie de la diaspora congolaise. Qu'est-ce qui peut expliquer, selon vous, cette attitude? La diaspora ne cherche-t-elle pas un bouc émissaire pour évacuer sa frustration face au hold-up électoral de novembre 2011? Mais c'est d'abord question de savoir comment ces critiques sont orientées. Vous savez, M. Tshisekedi est un homme du peuple. Il doit accepter, à un certain moment, d'être remis en question. Il doit accepter que sa pratique puisse être passée au crible de la critique. Moi, je pense qu'il est temps que nous puissions rompre avec cette conception du chef
au-dessus de la mêlée et qui ne peut pas facilement être critiqué et remis en question. Mais M. Etienne, ce qu'il s'est quand même exprimé, c'est vous qui nous avez envoyé son discours de Nouvel An. Il s'est exprimé. Je pense que beaucoup de compatriotes qui s'en sont pris à lui trouveront dans son discours ce qu'ils pensent de son action. Cela étant, un leader politique de son acabit appartient au peuple. C'est au peuple de pouvoir lutter à ses côtés pour pouvoir voir dans quelle mesure ce qu'ils ont conçu ensemble comme projet peut être réalisé. Donc, nous devons, tout en remettant en question sa politique, sa pratique politique, nous devons éviter de tomber dans les accusations faciles qui prouveraient que nous sommes fatigués mentalement et spirituellement parce que la lutte dans laquelle nous sommes engagés traîne. Hein? On aurait voulu qu'elle aille vite, mais nous avions sous-estimé nos véritables adversaires. Voilà, cette fatigue morale et spirituelle peut effectivement conduire à la recherche de boucs émissaires inutiles. Je pense que nous devons essayer de... Mais n'est-ce pas, M. Mbelou, n'est-ce pas parce que oui. le temps s'est fait long depuis les hold-up électorales, on a promis qu'il y aurait ces changements-là vite, mais bon, certains trouvent que le temps s'est fait long. Et ils expriment leur impatience par ces critiques. Monsieur Tiengandu, vous savez que exprimer nos impatiences derrière un écran d'internet, hein, c'est tout à fait autre chose que quand on est sur terrain et qu'on est en face des réalités du terrain. Nous devrions conjuguer nos différents efforts en tenant compte des réalités du terrain, c'est-à-dire les adversaires auxquels nous faisons face ne sont pas toujours ceux que nous estimons être en face de nous. Les visibles, les acteurs pléniers, souvent, opèrent dans l'ombre. Et souvent, ils ne cèdent pas facilement. Pourquoi? Parce que ils peuvent reculer, mais ils ne se convertissent jamais. Ils sont cyniques et ne renoncent jamais à leur nocivité. Connaître nos véritables acteurs et leur mode opérationnel nous aiderait, j'en suis sûr, à mitiger notre évaluation de la durée de la lutte. Très bien, merci beaucoup M. Mbelou et à la semaine prochaine. Merci bien M. Etienne Ngandou et à la semaine prochaine.